Lhasa, qui veut dire littéralement terre sacrée, est l'âme et le cœur du Tibet. Elle a une histoire vieille de plus de 1300 ans. Lhasa est la capitale du Tibet depuis 1642 et la plupart des sites historiques de la ville remontent à sa deuxième phase de développement sous le 5e Dalai Lama. La région autonome du Tibet attire des touristes du monde entier. Lhasa en constitue le centre et le point de départ. Quant à moi, j'ai décidé de commencer par le palais du Potala pour me préparer physiquement, mentalement et spirituellement à ce voyage. Érigé au 7e siècle, le palais du Potala a été endommagé par la foudre, puis presque entièrement détruit à l'époque où Landarma était un fervent opposant du bouddhisme tibétain. Il a cependant été restauré sous le 5e Dalai Lama et a retrouvé son aspect originel. Les pèlerins accomplissent leurs devoirs de différentes manières. Par exemple, ils s'inclinent jusqu'à toucher le sol de leur tête ou bien s'allongent face contre terre. Un autre rituel très connu consiste à faire tourner les moulins à prière. Leurs tailles vont de ceux qu'on manie d'une main et qu'on peut acheter en souvenir aux plus volumineux qui mesurent parfois plusieurs mètres. Encore une autre forme de dévotion consiste à offrir du beurre de yak, qui sert pour les lampes dans les temples et les monastères. Enfin, autre don des pèlerins, l'argent. Ils déposent des pièces de monnaie ou des billets un peu partout, notamment à côté des statues de Bouddha. Cet argent n'est pas souvent recueilli. Jadis, c'était le chemin officiel qu'empruntaient les lamas pour accéder au palais du Potala. Maintenant, c'est ouvert aux touristes, mais les visiteurs doivent réserver leur droit d'entrée un jour à l'avance. C'est le ticket que j'ai pu avoir. Regardez, c'est par là. La splendeur et la majesté du palais du Potala impressionneraient les habitants de n'importe quelle capitale. Rien d'étonnant donc à ce que l'humble pèlerin tibétain qui a toujours vécu sous sa tente en peau de yak lui voue une telle admiration. Cette structure de 13 étages comprend 999 pièces et a été construite dans les hauteurs de Lhasa. À la différence de la majorité des merveilles architecturales chinoises, le palais du Potala est construit sur le flanc abrupt d'une montagne. Il domine la ville et même le Tibet tout entier, et attire immédiatement l'attention. Ces murs inclinés font penser un peu à ceux de la Grande Muraille, en plus dense, et semblent reproduire le profil des montagnes. Après un chemin un peu long et de nombreux escaliers, on arrive finalement au palais du Potala. Cet édifice fait 170 mètres de haut, 350 mètres de long du nord au sud et 270 mètres de l'est à l'ouest. Bon, il est temps de découvrir l'intérieur du palais. Il est indiscutable que des cultures et des ethnies différentes se soient mêlées avec le temps. Dans la plus ancienne partie du palais du Potala, la cave des prières, la statue du roi tibétain Songtsen côtoie celle de sa femme Wencheng, princesse de la dynastie des Tang.
Sous cette dynastie, la capitale de la Chine, Chang'an, aujourd'hui Xi'an, était d'ailleurs l'un des centres du monde civilisé. Situé en plein centre de la vieille ville de Lhasa, le temple de Jokhang se targue d'une histoire longue de plus de 1350 ans. Selon la légende, la construction du temple aurait pris 3 années durant le règne de Songtsen Gampo et de la princesse Wencheng. Comme le site original du temple était un lac, la princesse aurait eu recours à des chèvres blanches pour acheminer de la terre et en remplir le lac. Jokhang signifie chapelle bouddhique en tibétain. Le temple de Jokhang était aussi appelé Resa, qui veut dire terre et chèvre, pour indiquer que le temple avait été construit sur la terre transportée par les chèvres blanches. Tous les jours, de nombreux pèlerins viennent se prosterner au temple de Jokhang. Originaires d'un peu partout, ces gens restent la journée ici. Ils apportent de quoi manger et de quoi boire. Certains viennent même se prosterner, les pieds liés, pour s'assurer que leur corps, leurs âmes et leur cœur sont entièrement dévoués à Bouddha. Il y a longtemps de cela, de nombreux moines venaient ici, au temple Jokhang, pour prier. Ce réceptacle contenait du beurre de yak, car les moines avaient l'habitude de boire du thé au beurre de yak salé. Par là, sur le toit, on peut apercevoir 2 chèvres d'or. D'ailleurs, certains surnomment le temple de Jokhang le temple au toit d'or. Le temple de Jokhang a d'abord été construit d'après la forme d'un bateau à 2 étages. C'est le plus beau bâtiment tibétain qui soit resté de la dynastie Tupo. Après avoir été restauré et agrandi par les dynasties ultérieures, il couvre aujourd'hui une superficie de plus de 2500 mètres carrés. À l'intérieur du temple, il y a plusieurs chapelles. Le temple de Jokhang désigne en fait la chapelle principale, en forme de cour. Derrière des centaines de lampes alimentées en beurre de yak se trouve la salle de prière principale, qui abrite la statue d'Avalokiteshvara, avec ses 11 visages et ses 1000 mains dotées chacune d'un œil. Au premier étage, la chapelle contient la statue de Songtsen Gampo, considéré comme un véritable dieu au Tibet. Le second étage, rarement ouvert aux pèlerins et visiteurs, sert de retraite aux moines et aux lamas. Nous voici dans la rue Barkor. Cette rue fait tout le tour du temple Jokhang et autrefois, elle était uniquement destinée à la prière. Les pèlerins pouvaient ainsi en faire le tour en psalmodiant leur mantra.
Aujourd'hui, elle a deux fonctions. D'abord celle de marché pour les touristes en quête de souvenirs et celle d'un lieu où les fidèles viennent témoigner de leur foi. La rue Barkor est un marché ouvert qui encercle le temple de Jokan. En général, on vend des souvenirs dans la journée, tandis que le soir, on propose plutôt des articles d'usage courant. Il est possible aujourd'hui d'accéder facilement à Internet dans l'un des cafés et de déguster de la cuisine française ou népalaise dans un bon restaurant de la rue. On dit que Barkor était le quartier typique de Lhasa il y a seulement 20 ans. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat du développement récent de la ville, essentiellement à des fins mercantiles. How are you? Fine, and you? Good, good. I love tankas, all those tankas, right? Right. This all of the tankas we call the mandala, Uh-huh. and we have 5 different tankas. And one is we call the mandala of the design. Mandala is all of the round. We call the mandala, and this one is we call the wooden tankas. What are tankas? Right. It's all dependent on the cloth. The mandala is normally in Tibetan we use foam into the foam inside to put into the drawer, into the wall, and they have to put something like coming from the put into the to make it in frame, and then we cover it. And Tibetan New Year times we open it, yeah, and then all times they have an offering and prayer of these tankas. There's just different ways of painting. Others have different meanings. And the lotus flower line, and also they have a water line. Some we have a mandala to write it down into the mantra. Tibetan mantra we call the Om Mani Padme Hum. Oman Kamehon. Right, that means the health, the jewel in the lotus flower for the healthy. And all Tibetan people to turn around we use for that prayer words. Les tankas sont une caractéristique universelle des temples et des monastères tibétains. Le temple de Jokan en compte à lui seul plus de 200 sur une surface de 300 mètres carrés. Les peintres suivent des règles strictes. Par exemple, le Bouddha doit être solennel et son corps doit respecter des proportions bien précises. Les thèmes historiques et folkloriques se côtoient sur les murs. Le bouddhisme est très important au Tibet. Toute la vie des Tibétains est centrée sur la religion. L'enseignement, aussi bien que la culture, sont basés sur des croyances religieuses. Le bouddhisme a probablement été introduit au Tibet en 173 sous le règne de Totori, 28e roi de la dynastie Yarlung. La rue Barkor est indéniablement le symbole vivant de la culture et de l'histoire tibétaine. Les fidèles aussi bien que les touristes semblent y trouver leur compte. Les échoppes de souvenirs, les moulins à prière, les tankas, les sutras bouddhiques, etc. Hello, sir. Welcome. Hi, how are you? Fine, thank you. Good, you have so many beautiful things. Yeah, thank Oh you. wow, look at this. It's nice. It's money, you know. It's a prayer wheel. Prayer's wheel. Yes. I heard there's a story about it. Can you tell me something about the story? Yeah. In the early age, people who were very they don't know how to read and write. So one popular lama, he invented this prayer wheel. Inside it, you can see, you know, his prayers. So, yeah, prayers. And when you make one round, is equal to one recitation. You read one side of the. Yes, and as many round you make, it makes as many prayers inside it. So it's also for good luck. So you make one round, it make one recitation. So it's for good luck.
And also nowadays, also people who don't know how to read and write, not educated, it's easy for them to say Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Yes, one word, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. I need to bring good luck. Okay. First of all, I need some good luck. Yeah. So all I need to do is turn around like this. Okay, not with this right hand. Oh, have to Yeah, be right the hand. right hand, okay. Om Mani Padme Hum. Right? Yeah. What do you like to Alors, qu'est-ce que vous prenez? Actually, maybe you can suggest me what is good for Tibetan food. First of all, let me know if you're vegetarian or no vegetarian. Oh, I'm a vegetarian. He's not. Okay. If you're vegetarian, you would better choose this Tibetan roast natural mushroom. Mushroom, my favorite. Yeah. Mushroom is good. And makiami fried vegetable rolls and makiami mixed vegetable rolls. Okay. I think we're going to order the mushroom for me and the roast beef on stone for him. Okay, alright. Thanks a lot. That's alright. Thank you. But I'm going to keep this. Okay. Ashley, En fait, il y a de nombreuses histoires autour de ce restaurant. Il y a de cela 300 ans, un homme mystérieux au physique très avantageux est venu s'asseoir ici sans que les gens n'y prêtent plus attention. Au même moment, et écoutez bien ça, au même moment, une très jolie jeune femme est entrée également dans ce restaurant. Et attendez, j'ai pas encore fini l'histoire. À la vue de cette apparition, cet homme, touché par la beauté et la pureté qui émanaient de cette femme, commença à en rêver toutes les nuits. Alors, il décida de se rendre tous les soirs dans ce restaurant dans l'espoir de la revoir. Mais, malheureusement, on ne la revit plus. Bon, on va voir ensemble la fin de cette histoire très connue ici. En fait, cet homme serait devenu par la suite le 6e Dalai Lama du Tibet, Samyang Gyatso. Le 6e Dalai Lama du Tibet aurait été client de ce restaurant? La roue du Dharma symbolise l'unité de toutes choses. La loi spirituelle est Sakyamuni lui-même. Elle est flanquée de 2 cerfs, dont l'un écoute les enseignements de Sakyamuni. Le cerf symbolise la réalisation de la béatitude, et la biche, la réalisation de la vacuité. Les lamas sont les enseignants du bouddhisme. Leur rôle est très important dans le bouddhisme tibétain. Ils prodiguent leurs enseignements à l'ensemble des moines et assurent la pérennité du système bouddhique. En 1578, le lama Sonam a reçu le titre de Tale, Dalai, du souverain mongol Atlan Khan, après avoir été considéré comme la 3e réincarnation du Dalai Lama.
Désolé d'être en retard, oui, je sais. Il a fallu se lever tôt. 5 heures, c'est un peu tôt, mais bon. On va essayer de continuer notre nuit dans la voiture. Le lac Namtso est situé au nord-ouest du mont Nangchentangla. C'est le lac d'eau salée le plus haut du monde, avec une altitude de 4700 mètres. En tibétain, Namtso signifie lac céleste. C'est un des lieux sacrés du bouddhisme tibétain qui se trouve à environ 5 heures de voiture de Lhasa, suivant les conditions météorologiques. Les visiteurs peuvent y passer la nuit dans une tente prévue à cet effet. Mais attention, il est conseillé d'emmener avec soi des bonbonnes d'oxygène en raison du manque d'oxygène la nuit. À environ 200 km de la capitale Lhasa se trouve le mont Nangchentangla. D'une altitude de 7000 mètres, il est enneigé 365 jours par an. Comme l'autoroute entre Lhasa et le lac Namtso est toujours en travaux, il faut faire des détours et emprunter quelquefois des routes caouteuses. Apparemment, nous avons un autre problème. Je vais aller voir ce qui se passe. Je suis un peu fatigué, ça doit faire 4 heures qu'on est sur la route. Et je n'ai pas encore aperçu le moindre bout de lac. Mais on m'a dit que ça valait le coup. Alors, le lac Namtso est sacré. C'est le lac des dieux. C'est l'un des plus beaux lacs de la région. Et il a des légendes qui affirment qu'il est rempli de bijoux. Enfin, c'est le guide qui m'a dit ça. Parce que moi, vraiment, je n'en sais rien du tout. Il y a aussi des sources d'eau chaude, des sources d'eau naturelle. C'est chaud, c'est agréable et c'est censé avoir des vertus thérapeutiques. Allez, allez, venez donc nous rejoindre. Les sources d'eau thermale sont l'une des ressources naturelles les plus précieuses du Tibet, même si actuellement c'est surtout mis à profit pour alimenter 2 centrales électriques. À l'avenir, les autochtones devraient eux aussi en tirer des bénéfices.
Le festival de la montagne sacrée, Chokor Dukchen, en tibétain, tombe le 4e jour du 6e mois du calendrier tibétain. Il commémore le premier sermon de Sakyamuni. Les fidèles vont se recueillir ce jour-là dans les monastères pour rendre hommage à Bouddha. La circumambulation, c'est-à-dire le fait de faire le tour des monts sacrés à pied, est la pratique la plus populaire durant le festival. Parmi les activités, pique-nique, chant et bien sûr danse. En plus de prier Bouddha et de visiter les temples, les pratiques les plus importantes du bouddhisme tibétain consistent à vénérer les montagnes et les lacs. Aujourd'hui, c'est un jour très important dans le calendrier tibétain et les pèlerins doivent se lever tôt pour commencer leur marche et faire le tour de la montagne. Ce qui prend entre 10 et 15 heures pour en faire le tour complet. Des milliers de gens sont sur la route depuis l'aube pour le pèlerinage autour de ce mont sacré. Le Yak Hotel est parfait pour les touristes. Vous avez plusieurs options disponibles. Si vous désirez une chambre 3 étoiles de ce genre, cela vous coûtera seulement 300 yuan la nuitée, même en pleine saison. Et si vous optez plutôt pour une chambre dans une auberge de jeunesse, cela ne devrait pas excéder 100 yuan. Bien sûr, l'hôtel dispose également d'un bar et d'un restaurant, et tout ça à seulement 2 pas de la rue Barkor. Rappelez-vous en tout cas qu'il faut se reposer dès votre arrivée au Tibet. La plupart des gens souffrent du mal des montagnes qui se manifeste par des maux de tête et des vertiges. Vous pouvez suivre les conseils des gens du coin et boire du thé des montagnes que vous pourrez trouver juste à côté de l'hôtel. Très bon. À Lhasa, ce genre de bar est plutôt unique dans son genre et d'ailleurs son histoire est aussi un peu particulière puisqu'il aurait appartenu à la famille du 11e Dalai Lama. Aujourd'hui, ce bar appartient à un artiste peintre qui, en plus de ses peintures, s'occupe de ce bar qui est devenu un lieu branché. En fait, il a su préserver une atmosphère tibétaine, le plafond, les murs, les décorations. Tout contribue au succès de ce bar. À votre santé. Le Tibet est une terre de mystère avec sa culture et son histoire si particulières. Grâce à ce voyage, je comprends beaucoup mieux cette région. Mais de nombreuses questions restent en suspens et il me faudra encore beaucoup de temps pour pouvoir y répondre. Peut-être même toute ma vie. Merci pour nous avoir accompagnés aujourd'hui et à bientôt. Dans notre prochaine édition, nous allons découvrir d'autres coins sympas du Tibet. Lhasa sera notre point de départ, puis nous irons à Gyantse, à Shigatse. Nous visiterons le temple Samye et beaucoup d'autres choses encore.